Bonjour tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélations. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui un invité exceptionnel, Finkel, qui est assyriologue britannique et conservateur au British Museum. Il est mondialement connu pour son travail sur les tablettes cunéiformes, notamment celle qui raconte une version très ancienne du Déluge avec une arche étonnamment ronde. Il est également passionné par les jeux de société antiques, comme le fameux jeu royal dur, et il a publié des recherches fascinantes sur les premiers fantômes de l'humanité. Dans cette rencontre, nous allons parcourir ensemble son parcours, ses découvertes et les révélations qu'il nous offre sur la Mésopotamie et sur nos origines culturelles. Bonsoir, Monsieur Finkel, et thank you, merci beaucoup. I'm glad to be here. Bonsoir. Yes, Bonsoir. OK. Donc, je serai accompagné ce soir avec Paul Penseau, qui va nous faire la traduction pour que vous puissiez comprendre, cher auditeur, ce qu'il va nous raconter. Donc, ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit très jeune à vous passionner pour la Mésopotamie et l'écriture cunéiforme? What do I find the most exciting thing? So what pushed you to be interested Oh, I in see. Mesopotamia and cuneiform writing? Well, I grew up in a family in London where we went very often to the British Museum, even when we were quite young. So I was always familiar with the archaeology and objects from ancient cultures. I was always very interested. And when I got to the age of about 17, I decided that I wanted to study a writing system which was really difficult. Alors, Because, Irving donc était dans une famille qui allait très souvent au British Museum, donc le grand musée de Londres. Et quand il avait 17 ans, Irving a décidé de justement traduire un système linguistique qui était très compliqué. yes, and preferably very old and preferably extinct, because most people in England who are interested in languages, they study modern languages which are useful, like French and Italian and German. But I wanted to do something which was much more difficult and very old and no use at all otherwise. Hem, Irving donc voulait étudier des langues très difficiles, très anciennes et mortes, parce que beaucoup de personnes en Grande-Bretagne, quand ils étudient une langue, c'est une langue moderne comme le français, l'allemand. Et en fait, Irving voulait étudier quelque chose de différent. So I was very lucky because I got the idea of studying one of these ancient languages, and I started off studying ancient Egyptian. When I went to university, I studied Egyptian, but the teacher who was in charge of the instruction, he died after 2 days only. He died. Alors Irving a commencé à étudier l'ancien égyptien et malheureusement le professeur, donc qui lui faisait les cours est décédé au bout de 2 jours seulement. Yes, this was very surprising. And the professor said, well, it will take me months to get another Egyptologist. There are not very many of them. So why don't you study with this professor in this department called Lambert, who teaches cuneiform, Sumerian and Babylonian? Donc le recteur a dit, à Irving et à sa classe que ça mettrait du temps de retrouver un spécialiste de l'ancien égyptien. Donc pourquoi ne pas aller étudier le babylonien, donc dans un autre département, dans une autre aile de l'université? So I went and knocked on the door, and this professor said, yes, and he sounded very cross.
And I went in the room and I said, I would like to learn to read cuneiform writing. And this professor said, oh, because this was a long time ago, in 1969, when professors in universities didn't want students because they wanted to do their own research. They didn't want to have to waste time teaching stupid undergraduates and having their own time used up. So Alors un jour, Irving est allé frapper à la porte, du professeur qui étudiait donc, le babylonien et l'écriture cunéiforme et quand il a frappé, Irving a constaté que le professeur était très en colère et Irving lui a dit: «Moi, je veux étudier, le babylonien, l'écriture cunéiforme» et le professeur ne voulait pas avoir d'étudiants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était coutume que les professeurs, hem, veulent plus faire des recherches et pas avoir d'étudiants. Donc nowadays in universities, it's completely different because people take students who can't read even modern languages and their own language properly. So there's been a big change. But when I went to university, I had a teacher who was very strict, very serious, no informality. It was very, very demanding intellectually. Maintenant ça a changé parce que les professeurs, justement, ils ont affaire à des gens, qui ne savent même pas parler leur propre langue, dans les universités et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile, pour enseigner. C'était pas du tout le même monde. It was very Oui, traditional. And the c'était thing très was, traditionnel. there were two very strange things. One, I was the only student. So most people who do geography or history, when they have their classes, there are 30 or 40 other students with them. I was on my own. That's the first thing. And the second thing is that as soon as we started to look at this writing, as soon as he gave me a list of signes, signes cuneiformes pour apprendre, as soon as I saw them, I knew this was going to be my life's work. Alors, Irving était le seul étudiant, alors que maintenant c'est 30 ou 40 étudiants et quand il a vu l'écriture cunéiforme, il a eu comme un flash, il est tombé amoureux et il a compris que ça allait être, le travail de sa vie. Exactly. So et I was very lucky because all since I was a boy, I wanted to work in the British Museum. I'd always wanted to work there. And then when I ended up on this path, that's what happened. And I was employed in the museum to be a curator to read cuneiform inscriptions. Donc, Irving était très chanceux parce qu'il avait toujours, envie, de faire ses études et travailler au British Museum et en fait, il a été employé en tant que conservateur qui s'occupait donc, de tout ce qui concernait l'écriture cunéiforme. So I'm a very fortunate person because I have the one job in the whole of the world that I wanted, the one job. It's very, very unusual for that to happen to somebody. So when I started work, Donc Irving avait le travail de ses rêves, le travail qu'il voulait, c'est hyper rare. oui, exactly. So one is given a bunch of keys because all the cupboards and all the departments, there are locks everywhere for security. And when you get the job, you are given a bunch of keys and you have access to the collection. Donc Irving avait énormément de clés parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Il y a des clés pour tous les placards et en fait, ils lui ont donné des clés et il avait accès à toute la collection donc c'était, super. And et justement, quelle a été pour lui la difficulté au début, quand il a appris, l'écriture ancienne égyptien et l'écriture cunéiforme? Parce que on nous explique par tous les temps que l'écriture a une,
a une provenance d'origine et justement, lui, quelle a été cette difficulté Well, avec l'écriture j'ai cunéiforme? j'ai étudié un petit peu l'égyptien et à mon avis, c'est vrai de dire que c'est plus facile d'apprendre l'égyptien que l'écriture cunéiforme. C'est plus compliqué, il y a beaucoup de signes qu'on doit apprendre et la langue est cachée et difficile de trouver. So, I was lucky because, um, I don't I never thought that the Egyptian culture was so interesting, but the Babylonian culture and the Sumerians from ancient Iraq was much more interesting to me. Not so many people know about it, but it's very interesting. Irving, ne savait pas que la culture égyptienne était aussi intéressante, mais pour Irving, encore plus intéressant, c'est la culture babylonienne et sumérienne et très peu de personnes la connaissent, mais c'est passionnant. Exactly. I mean, if anybody is in any doubt, all they need to do is go for a walk in the Louvre and you will see the marvelous objects which are on display there, sculptures and wall paintings and things from the ancient cultures. And when you encounter this for the first time, it makes a very big impression upon one. And when you have writing as well as objects, as well as archaeology, when you have writing, it means that on peut rencontrer les vieux persans qui, on peut parler, on peut écouter leurs mots, leurs idées, leurs idées, etc. Irving, ce qu'il explique, c'est d'aller au Louvre et quand on voit ces objets, c'est très intéressant, mais quand on a l'écriture, on peut vivre la vie de ces personnages, les rencontrer, interagir avec eux via l'écriture. You see, the thing is that the ancient writing from Mesopotamia, the cuneiform writing, is, as far as we know from archaeology, the oldest kind of writing. Selon l'archéologie, l'écriture cunéiforme est la plus vieille type d'écriture. C'est la plus vieille écriture au monde, As far as we know. But selon ce qu'on sait. the thing OK. is, one must always remember that you never know what will be discovered. But Mmh. this writing system, Il faut toujours se rappeler qu'on ne saura jamais ce yeah, qui va être découvert. exactly. So the thing is, this cuneiform writing, it has some unusual qualities. Firstly, it was written on pieces of clay. They didn't write on paper, of course, in 5,000 years ago. They sometimes wrote on stone, sometimes on wood, but normally they wrote on clay. L'écriture cunéiforme, elle a beaucoup de caractéristiques, spécifiques et à l'époque, ils n'écrivaient pas sur du papier, ils écrivaient sur sur de l'argile et ça, c'est, voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est très intéressant. Because you Oui, remember the old Greek name Mesopotamie for Iraq, ça va dire entre les fleuves, the Tigris and the Euphrates rivers. And these rivers, along their banks, there is wonderful clay, which is very good for pottery and for making things, but also as a writing surface. La Mésopotamie, ça veut dire entre les fleuves, donc le Tigre et l'Euphrate, donc les fleuves d'Irak et il y a beaucoup d'argile sur la berge de ces fleuves qui est très bonne pour la poterie, mais aussi pour écrire dessus, une argile de bonne qualité. So when it came about that people, for the first time, thought that they could do this, they could take a surface and they could make marks on the surface to represent language that another person could look at and hear the words. They could read the words and make the sounds from the marks. When they had Alors, this idea, that's how writing gradually began. l'écriture a commencé, en fait, que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient représenter les sons donc, sur sur, littéralement les tablettes et c'est comme ça que ça a commencé. C'est la représentation des sons.
So at the beginning, they use writing for accounts, for keeping records about wages and administration. So the beginning of writing, which is about more than 5,000 years ago, probably started because of the necessity for organizing people. Le début de l'écriture, donc il y a à peu près 5000 ans, c'était fait pour l'organisation, pour organiser les gens. Donc au début de l'écriture, c'était plutôt pour tenir des comptes, pour les administrations et tout. Donc c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Exactly. OK. And what Et happened, what's so just one thing, what is so interesting is that once the system began, other people had the idea that you could use this to write words and sentences and eventually literature and poetry and stories and all the things that people use writing for. Very rapidly, it became possible using these pieces of clay and the writing stick. Une fois les gens ensuite se sont rendus compte très rapidement qu'à partir de sons, ils pouvaient écrire des phrases, puis ensuite, des récits, puis ensuite, des poèmes et puis, bah, c'est tout parti de là. À partir de ces morceaux d'argile, toute une littérature s'est développée. par rapport à la situation qu'il y a eu dans cette région, est-ce que vous pensez que les tablettes qui ont été conservées dans les différents musées de ces régions ont disparu avec, ce qui s'était passé, la guerre en Irak? Est-ce que pour vous, c'est des objets qui malheureusement ont disparu de la terre ou on a pu encore, conserver, des tablettes ou c'est perdu pour, jamais? Do you Yeah, think with the I, Iraqi war, I the fact understand. I understand. So the situation is, it's a very interesting question. Um, Normally speaking, when people wrote these tablets, with the passage of time and history, they became buried in the ground. And they survive in the ground. They survive much better than paper or wood would survive, but this clay survives in the ground, sometimes for 5,000 years. So when the archaeologists in the 19th century started excavating in the big sites in ancient Iraq, then they began to discover these clay tablets with writing on. And if they were alors, careful, yeah, les tablettes ont été enterrées, en fait, et quand elles sont enterrées, elles peuvent survivre des milliers d'années et à un moment donné, en faisant les fous, les archéologues, donc dans l'Irak actuel, ont découvert ces tablettes qui avaient plus de 5000 ans. okay, so that began in about 1840. Ça a commencé en 1840 And probably in all the museums of the world, probably there are about 500,000 tablets, something like that, altogether. America, France, Germany, Japan, Italy, Russia, all the countries that have museums, that have archaeological collections, probably all together, maybe 500,000 tablets. dans les musées des différents pays du monde, donc il y a à peu près 500 000, tablettes. 500 000 tablettes. 500,000 you say? Something like that, because 500 000, c'est un truc de fou also inclut les collections privées aussi. But et là-dedans, on inclut so in the British Museum, we have about 130,000 cuneiform tablets, and they cover 3,000 years of time with two languages, Sumerian and Babylonian. donc dans le British Museum, il y a à peu près 130 000, tablettes sumériennes et donc elles couvrent plusieurs millénaires en sumérien et babylonien, donc dans 2 langues différentes. Exactly. So nous avons là le travail pour une centaine d'années. Anyway, where were we? So Yes. yes, so what to answer your question, the material you have, for example, probably thousands and thousands of tablets still in the ground, Mais never. il y a probablement
Il y a probablement des milliers de tablettes toujours enterrées dans les strates. Then we have the ones which have come out, which are in museums around the world, maybe 500, maybe 400, but that sort of number. And then the third thing is that when there's been trouble in the Middle East, where people have destroyed archaeological things deliberately and smashed them, then some things have been lost. And the other thing is that when the central administration can't deal with it, then there are thieves who take things out of the sites. They dig them up secretly and they sell them to people. So this means that there's a group of other tablets that we don't know the numbers, which might be anywhere in the world, but that's also to be reckoned with. Donc, il y a à peu près 400 000 tablettes, des milliers qui sont enterrées, 400 000 dans les musées dans les musées, les collections privées. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'avec les événements au Moyen-Orient, en Irak, beaucoup ont été délibérément détruites et d'autres aussi ont été volées et revendues. Donc, il y a on ne sait pas quel est le nombre finalement de tablettes sumériennes et babyloniennes. Ça peut être partout, elles peuvent être n'importe où dans le monde et on ne connaît pas le nom. Ouais. But Et the interesting thing is that although you would think that clay is not a good medium for writing, you wouldn't think it was good. The fact is that tablets can last in the ground for 5,000 years, and when they are discovered, they come out as if they have just been written. So they survive, and they are messages. They are like endless messages from antiquity that come to Hem, us, and it's a miraculous situation. En fait, on peut penser que c'est pas idéal l'argile pour écrire, mais quand les tablettes d'argile sont enterrées, elles survivent, des milliers, 5 000 ans dans le sol et en fait, elles ressortent comme neuves et c'est une situation miraculeuse. Il y a des messages, partout et tout. C'est vraiment un regard sur le passé. And the ouais, most important thing to me is this, the most important thing. We have so much material in the British Museum and in other museums, and there are not enough people, étudiants, who study Assyriology, that we need more people. But the thing is, all of these documents are messages from human beings who have been dead for milliers, whose voices and whose words come into our ears now, and we can read what they thought. And we discover that they are les êtres humains comme nous, comme nous. La chose la plus importante, avec ça, déjà, c'est qu'il y a pas assez de personnes qui les étudient et ensuite que c'est littéralement des messages qui ont traversé le temps, donc c'est des humains comme nous qui finalement communiquaient entre eux, donc c'est, quelque part un voyage dans le temps vers l'Antiquité. And it's easy to imagine, for example, that people all that time ago, 5,000 years ago, well, they can't be as intelligent as we are. They don't know science. They didn't know this. They didn't know that. Et on But peut the imaginer fact que ces is, gens étaient bêtes, yes, mais pas du tout. but the fact is, they had just as much intelligence as we do. So, with an ancient society with writing, you have people who are really stupid at one end and who are geniuses at the other end, and all the differences in between. And you have people who are honest and who are thieves, and all the differences in between. And En people fait, who love their husbands and wives or commit adultery, all the same thing. So the human being across this 4 or 5,000 years of time, when you take a tablet and you read the words and you read under the words and you understand what they're saying, then the time in between vanishes. It disappears. It disappears. en fait, on se rend compte que c'était des gens qui étaient aussi intelligents que nous, que c'était des gens où il y avait des génies et des gens stupides, que c'était une société comme la nôtre, des gens gentils
des gens méchants, des escrocs et des gens honnêtes. C'était comme une société de maintenant avec des gens aussi intelligents que maintenant. And it's certainly true that the people who are in charge of the world today are under the impression that they are the highest level of evolution, but they are wrong. Et les gens qui s'occupent du monde aujourd'hui, donc les chefs d'État et tout ça, pensent qu'ils sont le summum de l'évolution, mais ils se trompent complètement. Exactement. C'est très important. Oui, tout à fait. Parmi, les milliers de tablettes que vous avez étudiées, laquelle vous a le plus, marqué personnellement? Among, the thousands of clay tablets Yeah. you've seen, which, was the one that impacted the most on you? Well, I've been very lucky because there are so many wonderful documents. So, the tablet to do with the ark that you mentioned of Noah's Ark, which it's from about 1700 BC, and it gives the instructions for building a round boat to rescue human life because of the flood that was going to arrive. Donc, c'est en gros une tablette qui parle de l'arche de Noé, qui date de 1700 ans avant Jésus-Christ et qui disait en gros de construire une arche, parce qu'il arrivait un déluge. Yes, Exactly. qui parle pas trop, je vais aborder des questions pour, justement par rapport, à cette fameuse tablette. Oui, Hem, I quel understand. est Yeah. yeah, good. Alors, je voudrais, savoir, est-ce que parfois vous aviez le sentiment quand vous étudiez une tablette, d'entendre, la voix des scribes Oui, qui, en déchiffrant les textes? oui. I regard them as brothers, um, because I know how much they had to know themselves, how well trained they were, how hard they'd worked to master the cuneiform inscription. And sometimes when you read a tablet written by somebody 2,000 years or 3,000 years ago, sometimes you can see my favorite one is this: that if you have a cuneiform tablet with writing on it like this is a piece of paper, but you have a piece of, and they're made of clay, and sometimes a tablet gets broken because the dog bites it or you drop it or something, and there's a bit of clay missing. And when scribes had to copy an old tablet with a break, they wrote "it is broken" in really, really, really small writing to show the scribe who comes after them why there's a hole. It's a Ah oui. message. So it's from scribe to scribe. And when we read them, it's from scribes to us. And there, across the ages, you feel a strong affinity, because you understand exactly what they were doing. En fait, quand les tablettes, quand en fait, pour, Irving, tous ces scripts, c'est comme, des frères pour lui. Il y a, un lien. Pourquoi? Parce Oui. que, en fait, il y a des petites anecdotes. Quand une tablette était cassée, le scribe écrivait pour l'autre scribe qui les recopiait: «Cette tablette est cassée» et ensuite c'était recopié pour qu'ils comprennent et tout et donc il y a cette espèce d'affinité, qui s'est transmise à travers le temps. Il y a vraiment un lien entre Irving et les scientifiques qui travaillent sur ça, les archéologues et tous ces scripts. Donc c'est ça vraiment qui est très intéressant et passionnant. Comme ça, l'écriture est toujours très, très petite, très petite, pour, from scribe to scribe, and not from anybody else. It's a kind of secret. Mmh. And there are many things. Another thing is that the writing, the signs have many different values. It's not like the alphabet where you have A, B, C, D, E. You have syllables. And the syllables in cuneiform have more than one sound and sometimes more than one meaning. So this means when you go to school as a boy, you have to learn all these signs
and get them into your head and all their different meanings. You have to learn like that. And the teachers, they were very strict. So if a boy didn't pay attention, they hit them with a stick to make them learn. They beat them on the back. And Alors, les tablettes sumériennes, il y a déjà les scribes écrivaient en tout petit. C'était une sorte d'écriture codée. Il y avait donc les grands caractères et les petits caractères des scribes pour qu'ils se comprennent entre eux et surtout, chaque caractère de l'écriture cunéiforme, avait chaque syllabe avait une prononcé pouvait se prononcer différemment, avait des oui, sens différents. Donc, les garçons qui allaient à l'école, devaient apprendre, tout ça et et voilà et s'ils se trompaient, ils étaient sévèrement punis puisqu'à l'époque, les professeurs étaient très sévères. Ils se faisaient taper dans le dos. Donc, c'était, très sévère. and I think when I was a student, my professor was like that himself. I think he would have hit me with a stick if he could have got away with it in the classroom. I think he believed in that way of teaching. Et pour la petite anecdote, le professeur d'Irving était comme ça et il croyait en cette façon d'étudier et il aurait pu taper Irving avec un bâton Mais c'est dans tous les cas. défendu en Angleterre. Mais en Angleterre, Mais c'est interdit. et Oui. justement, est-ce que l'écriture cuniforme, quand vous le déchiffrez, sur une tablette, on lit le texte, mais elle a un sens vraiment caché, ce qui la rend encore plus complexe? Ou avec le temps, avec le travail que vous avez effectué, est-ce que c'est toujours aussi compliqué? Okay, so there are more than 1,000 different signs. More than 1,000. Secondly, they all have different values, like you explained, and meanings. So you have to learn all this apparatus one by one in your head. And once you have learned it, then you become a proper scribe, a functional scribe. En So, fait, il y a des milliers de caractères, plus 1000 caractères et chacun a plusieurs significations. Donc il faut apprendre tout ça. Quand on a appris tout ça, on devient un scribe. so when I say I'm a brother of the ancient scribes, I mean the following: that if you have to write a letter, for example, Mr. So and so, tell Mr. So and so, send me the barley, send me the donkey. Letters like this, they are very simple. You use simple signs. The writing is en plein, is supposed to be immediately clear. And for us, it's immediately clear. So if you read simple legal texts, administrative texts, or letters, the writing is immediately clear if it's not broken. Donc Irving explique que pourquoi il explique pourquoi donc il se sent lié à ces scripts. Donc il dit que en fait là c'est très simple à déchiffrer quand c'est pour de l'administratif, pour acheter une liste de courses, pour acheter par exemple un âne, pour acheter du blé et tout. Là, c'est très simple. Si ce n'est Mais, pas cassé. mais, Mais il y there a are le mais. there's a whole range of other texts which get more complicated and sometimes very complicated, and sometimes you scratch your head for a long time to decipher them. So, for example, when you have technical writing like medicine, there are many, many recipes for the human ills from head to foot, and they are written in a special medical style. So if you know this style, if you study it and you read extensively, then you can read it comfortably. But if you write letters and simple documents for farmers or something like that, you don't work with esoteric material, probably a Babylonian would have no idea how to read it. They would be Hem, completely confused. Irving dit par contre que, quand c'est la médecine, les tablettes sont écrits avec un style médical, donc c'est un autre style et quelqu'un et un scribe par exemple, qui fait l'administration ne pourrait pas les déchiffrer, même s'il est babylonien. C'est ça qui fait toute la difficulté. Il y a un style particulier pour chaque corps de métier, pour chaque groupe et tout. Exactly. It's the same for astrology.
and for astronomy and for mathematics and other things to do with measurement. And also, they sometimes we have some texts which come from a sort of university environment where the professor in the classroom would read with his advanced students old inscriptions from a long time ago. Et c'est la même chose pour l'astronomie, l'astrologie et il y a aussi un espèce des tablettes universitaires où le professeur lisait à ses élèves des tablettes très anciennes. So sometimes these documents are written in a very difficult way for people to understand. And there were scholars who would take such an inscription and write down on another tablet an explanation of what the words meant, a kind of key, a kind of explanation. So um, even for a professional scribe, there were texts which were sometimes very difficult for them to understand without a lot of work. Il y avait des tablettes, qui étaient anciennes, par exemple, qui étaient très difficiles à déchiffrer. Donc il y avait une espèce il y avait des tablettes qui étaient faites avec des clés pour déchiffrer les anciennes tablettes. Donc même pour un scribe, c'était extrêmement compliqué de les comprendre. Oui. OK. There's one other little problem about reading cuneiform, Il y that a un autre problème. clay is brittle, it can be damaged. And if you have an ancient inscription, which is very interesting, it always happens that at the most important part, one sentence with the most important meaning is the one that gets broken. This is a Hem, terrible, terrible thing. il y a aussi un problème, c'est que les tablettes sont cassantes. Donc elles se font casser et c'est souvent la partie la plus importante du texte, Oui. comme par hasard, qui est cassée. Donc ça, c'est vraiment terrible. Oui. OK. Est-ce que vous pouvez nous confirmer sur cette photo, c'est bien la tablette, de la fameuse, Oui, oui, c'est ça, découverte, Arc Tablette? c'est ça. Oui. Et Lars et ju Lars Noé. C'est traduit en français, ce livre. oui, tout à fait. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cette fameuse découverte et comment vous l'avez déchiffrée? What happened was that when you're a curator in a museum, one of your responsibilities is to answer questions from the public who can bring objects to the museum for an opinion. Alors, en fait, en fait, quand on est, que un conservateur, donc on donne certaines informations au public et le public va apporter des informations au curateur pour essayer d'avoir des informations par rapport à une tablette, par exemple. And this tablet was brought to the British Museum um, in about 2012, a long time ago, by a person who had, from his father, a collection of miscellaneous pieces of antiquity. Cette tablette donc a été apportée en 2012 par quelqu'un qui avait hérité de son père, une collection, d'antiquités. Donc, This was the only tablet, and no one had ever looked at it. And so there was a Greek pot and lamp and some jewelry, a mixture of small antiquities. And among them was this tablet. So when I picked it up and started to read it, I knew straight away it was from a very important part of the Babylonian flood story. alors, en fait, cette tablette était perdue parmi d'autres antiquités et quand, Irving l'a pris, il a compris que ça faisait partie du récit babylonien du déluge et que c'était très important. And I read the first section, and it was incredibly exciting because it comes from this part of the flood story that the gods of Mesopotamia decided that they would wipe out human beings because they were so noisy.
and lazy. So they were going to wipe out the human race and create something else instead. La première section donc était vraiment intéressante parce qu'en gros, ça disait que les dieux de Mésopotamie voulaient éliminer les humains parce qu'ils étaient, hem, très paresseux, qu'ils ne faisaient rien et tout et ils voulaient les remplacer par quelque chose d'autre, donc très intéressant. And so the beginning of this tablet comes from the point when the gods had decided to send a deluge to destroy life, and then afterwards they would start all over again. Alors au début de cette tablette, donc ça parle des dieux qui ont décidé d'envoyer un déluge et de recommencer à zéro. And what happened was that in the Babylonian story, one of the gods, only one, did not want this to happen. So he went and spoke to a Babylonian person and told him, there's going to be a flood. You have to build a boat straight away and take your family and all the animals, male and female, into the boat to save life when the water arrives. Alors un des dieux ne voulait pas parler, ne voulait pas que ça arrive, donc il a dit à quelqu'un, de construire un bateau et de prendre un couple de chaque animaux et pour pouvoir partir sur le bateau avec sa famille quand le déluge arriverait. And this god explained to the human being who was called Atram Chassis, very wise. He explained to very wise the shape and size of the boat and what he would need to build it. He gave him all the details. Alors, le dieu a dit à Atram-Aziz, donc ce monsieur, et Atram-Aziz, ça veut dire très, très savant, et il lui Oui. a donné tous les secrets pour construire cette arche. And so they had to get wood and reeds and bitumen and follow the pattern. But what was so extraordinary was that, according to the Babylonians at this time, about 1700 BC, so that's about 1,000 years before the Bible could ever have been written, they had this story, but their lifeboat was a round boat, is what in English is called a coracle, a round boat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre est antérieur donc au récit biblique et juste ce livre, ce texte, cette tablette et que le bateau est un bateau rond, donc il s'appelle en anglais what's it called in English? A coracle. Un C'est coracle, a coracle. Exactly. But it was a giant coracle because it had to be big enough for all the animals to go in the boat. And it's something rather funny because people, when I Un used to, coracle géant pour qu'il soit assez grand pour que tous les animaux puissent y rentrer dedans. and when this book came out, I had to give lots of public lectures with images to explain about this, the tablet, and how we built the replica of this boat, the whole story. And people often said, how can it be if you had a boat like that with all the animals in the world in it, it would sink? Et Irving donc, quand il a sorti son livre, parce qu'il a écrit un livre dessus, il a montré des images de ce bateau, des répliques et tout et les gens disaient: «Mais comment ça se fait qu'avec, tous les animaux du monde, pourquoi, le bateau n'a pas coulé?» But see, the answer to that is this, that when they said all the animals, they meant all the animals they knew. So this is, if you asked David Attenborough to make a list of all the animals in the world, then indeed that would be a problem because they are so numerous. But all they knew were the animals in the Middle Eastern world where they lived. And when you understand that, the idea of the story is not so fanciful. Mais en fait, c'était tous les animaux qu'ils connaissaient, pas tous les animaux du monde, mais tous les animaux
qui connaissaient et c'est les animaux de cette région du Moyen-Orient. Hem, ça paraît plus réaliste parce qu'il n'y a pas tant d'animaux que ça. Oui. Et là, vous Je dois dire, ce livre a l'air très intéressant pour moi. oui, Je dois le lire. pour les personnes qui nous suivent, qui regardent la vidéo, vous pourrez retrouver ce livre donc sur Amazon en français. Il a été traduit en français, qui s'appelle «L'arche avant Noé, les origines de l'histoire du déluge déchiffrées». Et il y a aussi un petit livre pour les enfants qui s'appelle «C'est mon père qui sauva le monde». J'ai une question que je vais vous poser. Je pense Oui. qu'on a dû vous la poser, au moins 1000 fois. Ça peut peut-être vous agacer ou vous énerver, mais en tant qu'expert, j'aurais voulu avoir votre point de vue en tant qu'expert de Zachariah Sitchin qui parle, des Anunnaki et qui aurait traduit des tablettes. What do you think of Zechariah Sitchin, um, who was Espèce who espèce de folie, je dirais. Vous Hem, comprenez? Une espèce de folie. Je ne crois rien. Qu'avez-vous ressenti en découvrant que l'arche, qui était décrite en forme circulaire, I was astonished because nobody had ever imagined that this could be a round boat in the story. And what is interesting is that in ancient Mesopotamia, they had coracles. They used these boats on the Euphrates and Tigris rivers, and they were real boats. And the poet who wrote this tablet with the description, with the instructions from the gods, made it gigantic because it had to have all the animals, but they prescribed the way of building it, which was the same as when you built a real one. ce qui est intéressant, c'est que, ces bateaux donc existaient vraiment justement, dans la région de l'Euphrate à l'époque où le texte a été écrit Mhm. et toutes les instructions qui ont été données aux poètes par les dieux, ça correspond à la construction d'un vrai, donc c'est très intéressant. Mhm. OK. Pensez-vous que la tradition du déluge repose sur un événement historique réel ou plutôt l'inondation au niveau local? Aha. Well, I understand this as follows: that Mesopotamia, Iraq, is fed by the Euphrates and Tigris rivers that come down from the mountains. And this water is their lifeblood. But sometimes there's too much water. And in their history, that must go back for thousands of years, there must have been times when massive flooding because of the rivers swept down through Iraq, washed away the houses, washed away the animals, all the way down to the Persian Gulf. This is a realistic understanding of the idea of the flood, that it's based on um, local experience. And I imagine that behind the story, there was an extraordinarily huge flood of this type from the north down from the rivers, which really destroyed everything, and nobody ever forgot it. It became Alors, part of their subconscious. pour Irving, hem en fait, c'est un événement local. Pourquoi? Parce que le Tigre et l'Euphrate, sont la ligne de vie de l'Irak et de la Mésopotamie et toute cette région, de Babylone et toute cette région et par moment, il y a des inondations meurtrières qui viennent des montagnes et ça inonde tout et probablement ce que décrit le récit, c'est une inondation locale catastrophique qui est restée gravée dans les mémoires. Exactly. And it was in their psychology because they were in a kind of balance, because the water was essential for life and transport and everything, and they were dependent on it. And
maybe sometimes there wasn't enough water, but the other side of the story is if there was too much water, it was also terribly destructive. But the thing is, the story is so powerful that it went from Mesopotamia into the Old Testament, into the book of Genesis. They knew this story and they utilized it in the Hebrew Bible, which then went into the Christian Bible and into the Quran as the same narrative, the same basic narrative. Alors, l'eau, c'était vraiment à la fois la ligne de vie, mais quand il y en avait pas, c'était la sécheresse. Quand il y avait des inondations c'était meurtrier. Et cette histoire de cette inondation est tellement puissante qu'elle est passée dans l'Ancien Testament. Ensuite, elle est passée dans la Bible chrétienne. Elle est passée vraiment un petit peu partout. Donc c'était un événement très, très, très puissant. Est-ce qu'on peut dire que cette, découverte a changé, notre vision du lien entre, mythe et biblique? Yes, I do. I think it must be true that the story which comes to us in cuneiform, the narrative which comes to us in cuneiform, as I say, began in ancient Iraq because that was its location. And at the end of the first millennium, when the Judeans were taken by Nebuchadnezzar from Jerusalem to Babylon, where they stayed for 3 generations, they must have learned this story from the people in Babylon. And in the writing of the Bible, the idea that that man could be destroyed by God just like that was something that the Judeans used in their own poetic narrative about the beginning of time. They adopted the story. But the big difference is the Babylonians, the Babylonian gods, as I said, they were cross because people made so much noise. They were noisy. But in the Judean philosophy, people were destroyed by God because of sin. So they took the old literary structure, the old idea, and they recycled it like in a washing machine in order to preach about their own religion. So they took the narrative for a different purpose. That's what I think happened. Donc, oui, ça a changé le lien, puisque le récit était très puissant pour être incorporé donc dans l'Ancien Testament judéo-chrétien. Et en fait, hem, pour les Babyloniens, donc les dieux étaient en colère et ont provoqué l'inondation parce que les gens étaient bruyants et paresseux, alors que pour les Juifs, pour les Hébreux, le Dieu, Jéhovah, Yahweh, était en colère parce que les gens étaient dans le péché. Donc en fait, le même texte a été repris et recyclé, mais pour coller un petit peu, à l'esprit de l'époque, pour coller à la religion juive, à l'esprit de la religion juive. Pour And faire this idea has been very helpful because many clergymen of different religions, when it was first discovered in the 19th century that there was a Babylonian flood story, everyone was very appalled that how could this be when we have Holy Writ? The Holy Writ, how can it be this story occurs in this strange cuneiform writing? And that is the answer, that it was a narrative of literary power which was taken out of one context and used again in a new way for another. And I've met some quite strong clergymen with strong ideas even today. And if you explain that it was theologically a completely different use of it, then they don't mind. They say, that's okay. en fait, au 19e siècle, les théologiens étaient très en colère que, les textes cunéiformes parlent de la même chose que l'Ancien Testament qui était censé être sacré. Les mots de Dieu, n'oublie pas, les mots de Oui, Dieu.
et puis que les mots de Dieu que c'était les mots censés être les mots de Dieu, donc ils Oui, étaient très, très en colère, que c'était sur ces espèces de tablettes «bizarres» entre guillemets, donc blasphemy, you could say, yes. donc très donc vraiment en colère et maintenant quand on dit que c'est, une théologie différente, les théologiens se calment un petit peu. OK. Là, on va changer de thème, on va aborder un sujet sur les jeux de société. Oui. Alors, comment avez-vous reconstitué les règles du jeu royal d'Our? Ah, ça, c'est très compliqué. Um, okay. Um, Firstly, the boards for the raw game of Ur, the gaming boards, were discovered in Iraq from about 2400 BC, very long time ago, from the city Les of tablettes Ur. Mm, les les plateaux de jeu du oui. jeu royal d'Our ont été découverts, donc datent de 2400 avant Jésus-Christ et ont été découverts en Irak. And they were excavated in graves of the queens, and they had the board and the dice and the pieces in the grave. Alors les jeux ont été retrouvés dans les tombes des reines, donc la le plateau de jeu, le dé et les pions ont été retrouvés dans les tombes des reines. So, two things happened. After that discovery, archaeologists all over the Middle East found examples of this game. And from the third millennium, the second millennium, and the first millennium. So from Egypt, Cyprus, Crete, Lebanon, Greece, Syria, Iran, all the way to Afghanistan, there were archaeological discoveries of the same game, le même jeu. Le même jeu a été découvert donc un petit peu partout, de la Grèce à l'Afghanistan. Donc après qu'il y ait eu ces découvertes, le même jeu a été découvert partout, de la Grèce à l'Afghanistan. Donc vraiment, tout l'est de l'Europe, le bassin méditerranéen et même au-delà. So archaeologically, we can say that this game was like chess or like backgammon in that they conquered the world. That everybody played chess, everybody played backgammon later, and in this time, everybody played this ancient board game because it traveled from culture to culture and people learned it. Ce jeu était comme, les échecs ou le backgammon. C'est un jeu, à l'époque de l'Antiquité, qui a conquis le monde. Tout le monde apprenait ce jeu. And the thing is, it's not like chess or as a game, it's the phenomenon that you have a very good game that goes everywhere. C'est le So, phénomène d'un très bon jeu qui se répand partout, puisque les règles sont différentes des échecs ou du backgammon. so we have boards and we have dice and we have pieces and we have 2,500 years all over the place. Even the pharaohs of Egypt played this game. So we know it was very popular. And we also know that it must have been a good game because if it was played for so long in so many places, it must have been a good game. This is an Ce j important point. Ce jeu a été joué pendant des millénaires, y compris par les pharaons d'Égypte, donc c'était un jeu forcément hyper intéressant. So then what happened was there is a tablet in the British Museum which was written in the 2nd century BC. So the boards go back to 2500 BC, but this cuneiform tablet was written in the 2nd century BC. Les plateaux de jeu datent de 2400-2500 avant Jésus-Christ, mais il y a Oui. une tablette cunéiforme qui parle de ce jeu qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est sur une très, très longue période. So this tablet was written by a famous astronomer. And what he did was he took the traditional game that everybody knew and he told us more things about it than we knew already. He explained that the pieces had to be understood as the
5 planets that you can see in the heavens, and that the 12 squares up the middle of the board are the signs of the zodiac. So Donc, what was it? c'est un Yeah, go on, sorry. c'est un astronome célèbre qui a écrit cette tablette cunéiforme et qui a expliqué que, en gros, les pièces, correspondaient aux planètes et ce qui était écrit et sur le plateau de jeu, ça correspondait aux signes du zodiaque. So, OK. so this is a complicated thing. It's a long story, but what happened was this. Oui, Paul, vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Well, C'est une histoire compliquée, mais ce qui s'est passé, c'est ça. this is L'histoire. what OK. happened. So Hem, I studied this tablet for a long time, and it's not. It's like you asked me before that are there tablets which are obscure and difficult even when you understand the language, and this is one of those tablets which is obscure and difficult. Irving a travaillé sur cette tablette et en fait, il a dit que c'est une des tablettes qui est obscure et très difficile à comprendre. So this is what happened. If you have Voilà. the board and pieces and dice, you know that it's a dice game when you throw the dice to move the pieces, and you know it's for 2 players, and that one end must be the beginning and the other end must be the end, and you can kind of make up a basic race game without any inscriptions at all. Et quand on connaît en fait, le plateau de jeu et qu'il y a les dés et des pions, on sait qu'il y a au moins 2 joueurs qui jouent, qu'il y a un début et une fin et on peut à peu près connaître les règles sans les avoir sous les yeux. So what I did is I worked out a basic race game using the objects. And then I tried to fit this in the inscription from the astronomer's tablet. And it half goes, but not perfectly, because the game in the late period is much more complicated than the original game, which is rather simple. Ce que, Irving a fait donc, c'est qu'il a utilisé cette méthode pour essayer de voir comment fonctionnait ce jeu et ça collait en partie avec la tablette, mais en partie seulement parce que le jeu est très compliqué, surtout dans la période, en fin de période et au début, c'était beaucoup plus simple. So this had a slightly uncomfortable result for me because I published a version of how I think the game worked. And this game went onto the internet, and lots of people made internet versions of it using my rules. And then they had other ideas. And then it's gone all over the world, and thousands of people play the royal game of Ur according to my reconstruction of the objects with a bit of help from the tablet, but not entirely explaining the tablet. Do you see what I mean? Et donc, en fait, donc quand Irving a fait cette découverte, c'est devenu un phénomène et beaucoup de gens jouent à ce jeu, mais les règles collent en partie à la tablette, mais pas totalement. Donc c'est pas vraiment le jeu original. But it's amazing. There are cafes in Baghdad where people play this game as if it's a new game. It's alive in the world in many, many places when it was completely extinct. So something good has come out of it. And I think À that date, des gens yeah, jouent encore à ce jeu comme si c'était un jeu nouveau, alors que c'était un jeu complètement éteint. OK. Et qu'avez-vous découvert sur la dimension religieuse ou divinatoire de ce jeu? ah, well, this is one of my big problems because it's hard to explain. I used to believe that the 12 squares, there are 12 squares in the middle of the board, and they sometimes come with writing on each square. And I thought originally that this was a kind of divination, but I don't think it is anymore. I think it's something different.
and that what's written there is to do with playing the game, not with divination. Alors, au début, Irving pensait que le jeu, il y avait un aspect divinatoire, mais en fait, ce qui est écrit sur les tablettes, c'est pas connecté à la divination, c'est vraiment connecté à des règles du jeu. But I have to say, this is not yet altogether finished, this work. There's still some secrets to squeeze out of it. Mais le travail n'est pas fini, il y a encore des secrets à découvrir par rapport à ce jeu. Le jeu peut-il être considéré comme une source d'histoire aussi sérieuse que les récits mythologiques? Well, I think games are for pleasure. They existed for pleasure. And we can see that the game was played in all these countries who had their own languages and their own religious system. So it would mean that somebody who played this game in Syria or in Egypt would not necessarily understand the Mesopotamian associations because they weren't their associations. They would have other ideas about it. Do you see what I mean? Le jeu, en fait, se jouait dans différents pays, donc quelqu'un qui était, par exemple, en Égypte ou en Syrie, ne comprendrait pas forcément l'association avec la Mésopotamie, puisque le jeu, c'était vraiment fait pour le plaisir. But I think the important thing is that human beings have an appetite or a hunger for a good board game that people can play, and it has to be a game where it's fair for both people, and that it doesn't take 3 days, but maybe 20 minutes or 25 minutes, and you never know who's going to win, things like that. Well, if you play this reconstruction, it has those qualities. So that, I think, is an indication of why it was successful in antiquity, because people like merchants who went from culture to culture, and soldiers mercenaries who traveled around from place to place, who knew this game, probably took it with them, and it was imported into different cultures, and so its defining importance was that it was a good and enjoyable board game. En fait, ce qu'Irving a découvert, c'est que l'humanité a un appétit pour les jeux de société. Ce jeu de société était importé par les marchands, les soldats, les mercenaires dans différents pays, dans différentes régions et tout le monde aimait bien ce jeu. Donc, ce qui ressort de l'étude d'Irving, c'est que c'était vraiment un très bon jeu. Exciting. Yeah. OK. J'ai une question, on va passer sur un autre sujet, on va passer sur les fantômes et justement selon vous, pourquoi l'histoire commence-t-elle avec cette obsession, des morts et des fantômes? So, can you translate this question? Why does the history of humanity start with all this obsession with the dead and ghosts? Well, I think, well, death is ahead of everybody and has always been ahead of everybody and has a very powerful effect on human society. This is one thing. So if you're asking this question on the basis of ancient Egypt, where everything seems to be to do with death and burial, that's not true of other cultures, not of Mesopotamia, but they had certain beliefs, and one of them was that shared with many cultures of the world, that when a person died and their body fell to pieces, that the thing inside them which made them who they were, what we would call a ghost or a phantom, went down to the underworld and stayed Donc, there. It's a very common idea, and that's what the Mesopotamians believed. ce que Irving dit, c'est que la mort était présente partout, donc forcément,
ça faisait partie de la culture et c'était vraiment, toute la religion égyptienne, la culture égyptienne était basée sur la mort et tout. C'était pas le cas avec la Mésopotamie, mais les Mésopotamiens savaient, que un quand un humain mourait, que le corps se décomposait, ce qui fait l'humain, l'essence, l'âme, peu importe comment on l'appelle, descendait dans l'au-delà, descendait dans le shéol en fait, le monde invisible, le voilà, au paradis, que peu importe comment on l'appelle et c'était ça qui donnait les fantômes. I believe, or I would argue that this idea that some part of a human being survived the body, is goes back to the beginning of Homo sapiens. It goes right back to the very beginning of the species, and even beyond, because the archaeologists now have found many Neanderthal graves, pre-Homo sapiens graves, Neanderthals, and they often have in them offerings that were to objects or things that to go with the dead person in the grave. They're En buried fait, properly, like Homo sapiens are. cette croyance, en la survie de l'âme, elle remonte au moins au début de l'Homo sapiens et même aux Néandertaliens parce que des objets ont été découverts dans les, tombes des Néandertaliens, qui montrent qui montrent littéralement qu'il y avait cette croyance en la survie de l'âme. So I would I suggest that if you have a grave with a human being in it, or even one of the others, but a human grave with objects in the grave, it means that the prevailing culture, they believe that whatever happened, some part of this person would go somewhere because they would need these things. That the presence of objects with the dead, I think, implies automatically the idea that the spirit of the person will go somewhere. It's kind of tied up with it, and that's one thing. And the other thing is that human beings, it's a great indignity and shame for humans that they have to die. Nobody wants to die, and probably from the very beginning, people have said, "I don't see why I want to die." They don't like the idea they're going to die, and so they have the idea that the voice, the mind, the humor, something that makes the person goes into the future and wherever it goes and what happens to it. And if something like that happens, if that's true, then you can easily believe that this thing comes back, and that's where you get the idea of ghosts. Alors en fait, les humains, à partir du moment où dans les tombes, il y a des objets personnels et c'est le cas dans toutes les cultures, c'est qu'il y a une croyance en l'âme et en l'au-delà. Et l'idée de la mort, n'est pas plaisante, donc beaucoup de gens, se sont dit qu'il y a une survivance forcément de quelque chose et que si cette chose survit, donc ce qu'on peut appeler l'âme et l'essence, elle peut revenir, d'où Yeah. les fantômes. En quelques mots courts, vous avez un style passionné, vivant et plein d'humour dans vos conférences. Est-ce que c'est un choix délibéré? Hem So you've got, in your conferences, in your lectures, a Yes. passionate style, full of humor. Is it your personality or is it a choice? It's my personality. I never read lectures, because people who read lectures, you go like that. It's hopeless, and I care about it, and I'm very excited about it, and also I really think that two things, that museums are really important, and I want to represent the museum in the world. It's very important, but also the idea that all these cultures, all these dead people are really our brothers and sisters. And even if they have other gods and other clothes and other food, the human being inside is the same animal. And I think that this understanding
is tremendously important because it makes it means that people should be aware of all the things that have gone on before them, that we're part of a marching, complicated flow, and you come into the world and you ride along for a bit and you do this and you do this, you write a book or you become a mass murderer or whatever you do, and then you're finished. And it's the most marvelous, wonderful kind of progression, and that we're all together. We're all together. And everything else in the world, religion and politics and the monstrous people who run the world, are just the opposite. They want to divide people. They want to say that they're all separate. They've all got their independent religion, their own, like that. And this is the end of the world. You have to emphasize what everybody has in common. That is the crucial matter. And I think that the personalities and the writings and the thoughts that come to us in this remarkable way substantiate this idea. That's why I always talk with passion, because I think it's exciting and wonderful. En fait, c'est le style, d'Irving parce que déjà, c'est chiant quand quelqu'un fait une conférence et qu'il lit les notes, c'est pas intéressant. Et Irving, donc il représente les musées et puis il veut rendre ça passionnant et puis il est vraiment passionné et ça montre. Et justement, par ces conférences, il montre que les anciens, que ce soit les anciens, que ça soit nous, on est tous liés, qu'on fait partie d'un tout et qu'en fait, contrairement aux politiques qui veulent tous nous diviser par leurs bêtises et tout, et ben, nous, on fait partie d'un tout et c'est ça que Irving veut montrer et c'est pour ça qu'il met tant d'enthousiasme, tant de joie dans ses conférences. Merci, OK. Paul. Exactement. J'ai encore 2 questions et après Oui. on va terminer. Hem, Quel est selon vous le plus grand malentendu du grand public concernant la Mésopotamie? Can you just repeat the question in English? What is the biggest, mistake people make concerning Mesopotamia? Well, Or the biggest prejudice, or the biggest, mistake people make concerning Mesopotamia? I think they are overshadowed by the Egyptians and the Greeks and the Romans and other cultures, that people don't know about Mesopotamia. This is the problem. I have a lot of experience in giving lectures in societies to people about, for example, the art of Mesopotamia or the writing of Mesopotamia, and people are there and they don't know anything about it. And then they're on the edge of their seats. They're really interested, and then they got questions, and then they want to talk. So when you show people, it is a very remarkable matter. So I think most people don't know. They don't know where Mesopotamia is. They don't really know when it was. You know, I know quite a lot of people who never know the difference between Iraq and Iran, and the reason is simple: that when you have the word Iraq, there are 4 letters, and the first 3 are R, I, R, and A. And when you have Iran, you also have 4 letters, and the first 3 are I, R, and A. And they get confused because of the last letter. So this means that the Middle Eastern world is unfamiliar to people, apart from what goes on now. But the real Middle Eastern world is unknown, and the ancient Middle Eastern world is unknown, because the other cultures get in the way. They overshadow, I think. En fait, le plus grand malentendu, c'est que beaucoup de gens ne connaissent même pas la Mésopotamie. Pourquoi? Parce que c'est obscurci par l'Égypte, par la Grèce, puisque les gens vont s'intéresser à l'Égypte et à la Grèce et ils vont ignorer la Mésopotamie. Alors que et après, quand ils découvrent ça, ils se rendent compte que c'est fascinant. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a ce problème que les gens ne connaissent pas le Moyen-Orient. À part les événements de l'actualité, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre Iran et Irak. Pourquoi? Parce que les noms s'écrivent presque pareil, une lettre de différence et tout. Donc c'est surtout, un manque de connaissances par rapport à cette région et par rapport à cette région dans l'Antiquité.
Oui. Yes. On va arriver à un terme à notre interview. Est-ce que tu peux traduire à monsieur Irving Finkel, que je le remercie, humblement d'avoir accepté mon invitation et en général à mes invités, je leur laisse le mot de la fin, donc je vous laisse le mot de la fin. So, Jellicoe thanks you a lot for accepting his invitation. I'm glad we And did. what would you say? What would you say if you had to conclude this interview? What would you say? What would be your thoughts about Well, what did we say? what I would say is that it wasn't so much an interview, more as a discussion. It was more people talking to one another, and which is productive and interesting. And also, the slight difficulty of having two languages was no difficulty whatsoever. So I think for me, it's been a very enjoyable and stimulating time, and I'm very, very glad that you invited me to participate. Irving dit que c'était pas une interview, mais une discussion, vraiment un échange, et que la barrière de la langue n'était pas du tout un problème et que c'était un très, très bon moment pour lui. Yes, Voilà. merci. Tu peux rajouter que moi je suis, très content de l'avoir reçu parce qu'on sent le spécialiste, et la passion depuis, toutes ces années de ses recherches et justement moi j'apprécie ça et c'est pour ça, c'est que s'il le souhaite, j'aimerais bien refaire une nouvelle interview pour le mois de novembre. On calera une date tous les 3 ensemble pour qu'on aille un petit peu plus loin parce que moi, c'est ce sujet de la Mésopotamie, j'adore, c'est des sujets qui me passionnent parce que comme vous l'avez bien précisé, on parle beaucoup de l'Égypte et de la Grèce et c'est vrai que ces régions, mais aussi bien l'Irak et l'Iran, ces 2 pays-là, on n'entend pas beaucoup parler. Mais souvent, quand on entend parler, c'est des choses qui sont contradictoires, qui ne rentrent pas, avec, la réalité, du terrain. Oui, Tu peux oui, traduire? oui. Non, non, je Aussi. comprends tout. Je comprends exactement ce que vous m'avez dit. Je comprends. OK. OK. On Mais on pourra re on pourra refaire une nouvelle interview pour le mois de novembre? oui, certainement. OK. OK. Merci Au revoir beaucoup. et Thank you. merci pour, ton travail. Merci. Well, thank À you for your work, and it was enjoyable to speak with merci. OK. somebody that had a beautiful English accent. Thank you. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. OK. Bonne soirée à vous.